Nous retournons à Sarajevo avec vous. Vous êtes général de brigade. En tant que chef de corps du 21e RIMA de Fréjus, vous aviez reçu pour mission d'installer un nouveau bataillon de la Fort Proné au cœur de Sarajevo assiégé, sous un préavis de 15 jours, je lis. C'était le Batinf 4 qui s'installait initialement dans l'ancienne patinoire olympique de Sarajevo, ce qui avait fait dire à M. Degnaud que c'était l'immeuble Drakkar, puissance 10, installé au fond de la cuvette de Dien Bien Phu. Vous allez nous raconter ça. J'en profiterai pour vous raconter d'autres anecdotes du même acabit, puisque avant moi, le général Soubirous a dit beaucoup de choses sur cette mission, et j'étais sous ses ordres pendant la moitié de la mission, donc ça évitera des redites. La patinoire de la Scanderia, elle est là. Monsieur Degnaud a fait cette réflexion, il passait par Sarajevo, lorsqu'il a appris qu'un soldat français venait de recevoir une balle dans la gorge. C'était au moment de l'arrivée de notre détachement précurseur, 1h30 après l'arrivée, et c'est un sniper non identifié qui a touché un soldat du train qui conduisait un des camions transportant le matériel. Donc, avant de prendre la parole, je voudrais moi aussi, comme mes prédécesseurs, remercier Madame la directrice et l'ONAC, parce que les soldats qui ont servi à Sarajevo et que je rencontre, mes anciens soldats, souffrent tous d'un déficit de reconnaissance et ont l'impression très souvent que leur action a été complètement oubliée, parce que depuis, effectivement, elle est passée sous silence. Donc, je crois que l'organisation de ce colloque était particulièrement bienvenue. Donc, de juillet 1993 à janvier 1994, le Batinf 4, installé sur décision politique et dans l'urgence au cœur de Sarajevo assiégé, était composé de soldats de métier appartenant à la 6e division légère blindée de Nîmes, commandée par le général Janvier, et pour l'essentiel, au 21e RIMA de Fréjus que je commandais, un vieux régiment des troupes de marine, rompu à tous les types d'opérations extérieures et à tous les types de crises. Le but de cet exposé est de vous montrer comment nous avons réussi, en mettant à profit l'expérience acquise, à reconquérir un minimum de liberté d'action, après avoir pris le vent de la situation sur place, et à nous accommoder des lourdeurs inhérentes à l'ONU, en surmontant ainsi nos vulnérabilités, tout en remplissant au mieux notre mission principale, qui était d'assurer la protection des populations civiles, tout en limitant au maximum l'action des belligérants. Donc Drakkar à la puissance 10 au fond de la cuvette de Dien Bien Phu, ça sera le titre de mon premier paragraphe. Lorsque nous avons appris le 23 juin par la radio, parce que c'était la présidence qui avait pris la décision, et le général Janvier m'a appelé juste après, que le régiment est désigné pour partir à Sarajevo au lieu des permissions au retour d'Afrique. Nous venions de passer 2 mois à défendre Kigali face au FPR, 1 an avant le génocide. Nous débutons aussitôt les opérations préparatoires à un départ plus que précipité. Il s'agit en priorité de peindre les véhicules en blanc, et pour les véhicules du détachement précurseur, nous n'avions qu'une semaine. Donc on a peint jour et nuit. Il fallait également percevoir et apprendre à utiliser des matériels nouveaux, les véhicules blindés légers qui venaient de sortir dans l'armée de terre, les blindés Saguet, des véhicules hybrides très légers, légèrement blindés avec un petit canon, sous-motorisés qui avaient du mal à monter sur le mont Igman, et des mitrailleuses Minimi. Je précise au passage que l'Espahi qui m'accompagnait, l'escadron de Spahi, et qui est parti avec les Saguet, avait l'habitude, ils avaient fait la guerre du Golfe avec, avaient l'habitude de servir des blindés à roues MX-10 RC dotés d'un canon de 105, d'une excellente conduite de tir et de caméras thermiques, et que on leur a donné ces ersatz de blindés qui ne protégeaient de rien du tout.
au moment de partir, également, le général Janvier a demandé à ce que nous puissions emporter notre section de mortier lourd. Ça a été absolument refusé et j'ai su, ou on m'a rapporté que le calibre des armes que nous emportions était limité à 90 mm sur décision de la présidence. Parce que l'ONU... Strictement faux. Enfin, c'était pas une décision de la présidence, je vous l'assurer. Ah bon. Parce que l'ONU n'a jamais interdit les canons supérieurs à 90 mm, puisqu'il y avait des gens qui avaient des Léopard 2 avec des canons de 120. Bon, donc c'est un point d'interrogation qui demeure. Les fusils Macmillan qui devaient servir à la lutte anti-sniper ont été achetés par l'état-major des armées et l'état-major de l'armée de terre sur étagère aux États-Unis. Sont des armes de calibre 12,7 qui tirent à 2 km avec une lunette grossissement 16, mais qui n'avaient pas de munitions. Parce que les munitions de mitrailleuses 12,7 que nous utilisions ne fonctionnaient pas. Et donc, j'ai envoyé l'officier de tir en catastrophe à une usine, dans une usine de cartouches pour définir la munition de nos rêves. On a conçu une balle de 12,7 traceur explosif perforante incendiaire, absolument interdite par les conventions de Genève, mais qui arrache la tête de n'importe qui à plus de 1,5 km. Elle est toujours en service dans l'armée de terre. Le détachement Harpon embarque le 1er juillet à Toulon, sur la Foudre, et le reste du bataillon, le 17, vers Split, en 3 rotations, nos véhicules étant partis de Toulon une semaine avant. Nous allons nous retrouver à 980, entassés dans la Scanderia, dont je vous ai montré la position, entièrement ruiné par la guerre, le toit a été percé par les obus, les sous-sols sont pleins d'eau, qu'il faut partager avec la 10e brigade bosniaque du seigneur de la guerre Topalovic Tsatso, qui est un grand bandit, qui tenait le quartier de la Scanderia avant la guerre et qui est devenu chef de guerre parce qu'il avait des armes et qu'il savait s'en servir, et il a enrôlé de force une partie de la population de la ville. Et également, plus tard, nous allons voir arriver l'escadron blindé du Batinv 2, du 1er REC, qui ne savaient pas où s'installer sur l'aéroport parce qu'ils étaient sous le feu direct des Serbes. La population bosniaque, là c'est désespéré, nous accueille avec scepticisme, voire agressivité. Certains crachent sur les véhicules, d'autres nous jettent les paquets de riz que distribuait l'UNHCR. Mais les gens n'avaient jamais vu de blindés s'arrêter. Ils voyaient des blindés peints en blanc passer à grande vitesse à travers leur quartier. Notre présence, certainement mal négociée, est refusée par tous les combattants. Les chefs ont accepté à Genève, mais les combattants, eux, ne tiennent pas du tout à notre présence parce que nous constituons une gêne dans le déroulement des combats. 2 heures après l'arrivée, comme je vous l'ai dit, un homme du détachement précurseur est grièvement blessé à la gorge par un tir de sniper. Et par la suite, les tirs de harcèlement avec des armes de tout calibre ne cesseront pas pendant toute la durée de la mission. La spécialité des Serbes qui nous voyaient du haut de la falaise dominant la Scanderia, vous voyez la Scanderia est ici, et là il y a une falaise qui marque la ligne de front, elle est à 250 mètres environ. Ils nous voyaient du haut de la falaise avec d'énormes paires de jumelles, ils voyaient tout ce qui se passait dans le bataillon. Et la spécialité, c'est lorsqu'il n'y a pas de sentinelle à proximité, d'envoyer 2 obus de 82 pour crever tous les pneus des véhicules qui sont sur le parking. Le jour où j'ai monté l'escalier de la Scanderia avec mon remplaçant du 3e RIMA, le colonel Montfort, ils ont envoyé un obus de 122, de mortier de 122, pile sur l'entrée de la Scanderia. Et nous avons reçu tout le souffle dans la figure, c'était bienvenue à Sarajevo. M'appuyant sur l'expérience de Beyrouth 10 ans auparavant, ma priorité absolue
est de me desserrer et de mettre les hommes et les véhicules à l'abri des obus, créer un stockage en sécurité pour les 6 unités de feu que nous avons apportées avec nous, qui représentent 2,6 tonnes d'explosifs et qui sont placés au 2e sous-sol, juste sous la zone vie de la Scanderia. Je pense toujours à l'immeuble Drakkar et à mon camarade de promotion Thomas qui tenait le poste. On nous demande donc à l'arrivée de maintenir la paix dans un pays en guerre où personne ne veut la paix et sans nous en avoir donné les moyens, comme je l'ai expliqué, avec la limitation des armements. La phase suivante va constituer pour nous à reconquérir un minimum de liberté d'action. Nous définissions très rapidement 7 principes qui soient facilement compréhensibles par tous les hommes et que j'ai regroupés dans une directive que j'ai avec moi. Assurer la sécurité du bataillon, redonner confiance à la population, imposer le respect aux belligérants, établir des relations régulières avec l'environnement, compliquer au maximum l'action des factions armées contre les zones habitées, déployer un système d'observation et de tir efficace et enfin améliorer notre image de marque de soldats de l'ONU qui en a grand besoin. J'y ajoute un point que nous avons développé par la suite, c'est la manœuvre de l'information en profitant de la présence des médias internationaux qui sont extrêmement représentés pour les utiliser dans notre action en les amenant sur les lieux intéressants, dénoncer les crimes de guerre et disqualifier leurs auteurs. J'en reparlerai un peu plus loin. Donc, le génie inspecte très vite toutes les implantations possibles dans la zone de responsabilité et 5 jours après notre arrivée, la 3e compagnie commence son installation dans le gymnase de Zetra, qui est ici, qui a été entièrement brûlé. La toiture est à moitié effondrée, mais il y a les 22 cm de béton armé qui résistent aux obusiers de 122. C'est l'essentiel. Et elle commence à s'installer lorsque, sans préavis, l'artillerie serbe la bombarde pendant 2 heures avec 86 obus et détruit 5 véhicules. Mais comme les hommes ont immédiatement couru vers les structures en béton, il n'y a aucun blessé. On a quand même eu beaucoup de chance parce que j'ai un sergent-chef qui s'est mis à l'abri et juste au moment où il a disparu dans le béton, un berger allemand qui appartenait à la police bosniaque a été coupé en 2 par un éclat d'obus. Nous n'avions pas d'artillerie, l'ennemi était à 2,7 km. J'ai amené les 2 postes de tir Milan dont je disposais au bataillon sur la ligne de front. Les missiles font tapis à 2,1 km quand le fil de guidage se rompt, et donc c'était même pas la peine d'essayer de tirer. Nous avons fait un message de demande d'appui aérien immédiat, transmis au PC de secteur, et l'appui aérien n'est jamais venu. Pour les raisons qui ont été expliquées ce matin, très certainement. Ça a dû se perdre dans les méandres de l'ONU. C'est dommage parce que les chars serbes étaient sur la pente face à nous, avec les pièces d'artillerie, les chars tiraient en tir courbe en utilisant la méthode soviétique de tir courbe, et ils faisaient du réglage comme ça, et il y avait également les canons qui nous tiraient dessus, on les voyait parfaitement à la jumelle, et il aurait été possible de faire un appui aérien remarquable. Voilà. Quelques jours après, le 8 août, l'escadron blindé du premier SPAI s'est installé dans l'immeuble de la télévision, qui est au milieu de Sniper Alley, ce qui lui permettait d'avoir d'excellentes vues et des déploiements rapides. Voilà l'immeuble, alors Sniper Alley,
C'est là, ouais. L'immeuble de la télé est au milieu. Je pense que c'est par là. Ouais. Voilà Sniper Alley. C'est au milieu de Sniper Alley. Hein. Enfin, plus tard, au mois d'août, la 4e compagnie a pu s'installer sous la marquise bétonnée de la gare du Tripostal. Alors celle-là, elle est facile à voir, elle est au bout des rails, là, la gare du Tripostal, et avec une grosse marquise bétonnée, là aussi où il y avait une bonne protection contre les tirs d'artillerie. Cette compagnie avait initialement été prévue pour se déployer à Gorbavica dans le quartier serbe, mais les Serbes ont toujours refusé toute implantation. Ils escortaient les convois de l'UNHCR vers Gorbavica, mais n'avaient pas le droit de descendre des véhicules pour parler à la population. Donc on était cantonné à la partie bosniaque musulmane de la ville. C'était quand même une grosse faiblesse parce que ça induit des comportements où on devient membre de la population de la ville à force de vivre au milieu d'elle. On noue des relations amicales et en fait tout naturellement mes hommes avaient tendance à défendre la population bosniaque et à prendre son parti. Simultanément, le dispositif aéré que nous avons adopté va permettre d'appliquer la méthode d'îlotage en milieu urbain que j'avais déjà utilisée à Beyrouth, qui avait donné de bons résultats et que nous avons reprise en Afrique. Chacun, du colonel au chef de groupe, dispose et a sous sa responsabilité un petit morceau de la zone de responsabilité et lorsqu'il n'a pas d'autre mission à l'extérieur de la ville, c'est là qu'il va aller en priorité pour patrouiller, observer, nouer des contacts avec les responsables de son niveau. C'est-à-dire que le colonel connaît très bien le maire de la ville, les grands chefs religieux, etc. Et le sergent-chef de groupe, lui, il connaît le responsable de la défense civile du quartier. Vous pensez bien que ça nous a permis de retourner complètement la situation en notre faveur très très vite, parce que nous étions à l'écoute de toutes les demandes, mais les gens tout naturellement nous apportaient le renseignement en parlant tous les jours. Bon, ça demandait d'avoir à disposition un grand nombre d'interprètes et puis de très importants moyens radio, parce qu'en milieu urbain, la modulation de fréquence des postes radio d'infanterie passe très mal et on a souvent remplacé ça avec des petits postes type Motorola que le régiment avait acheté et en utilisant un baptême du terrain pour ne pas être compris immédiatement par les gens qui auraient pu nous écouter. J'avais donné un slogan pour être facilement compris par tous les hommes. Le rayon d'efficacité du casque bleu doit être supérieur à celui d'un obus de 122 mm. Et on se montrait partout en ville. Je pense que ça gênait énormément les artilleurs serbes qui tiraient sur la ville, parce que ils avaient la certitude, s'ils tiraient sur les casques bleus, d'émouvoir toute la communauté internationale à chaque fois. Pour redonner un sens à la vie des assiégés, nous nous sommes mis, dès que possible, à superviser la réparation des réseaux d'eau, de gaz, d'électricité, à la demande des autorités civiles, également du PC de secteur, mais on a pris des initiatives comme amener le gaz au quartier de Chypre, qui n'avait jamais eu le gaz, même avant la guerre. Les tuyaux étaient restés stockés à côté de l'aéroport. Le PDG de l'Union Invest, qui n'avait rien à faire, a dit « moi je vais faire venir des ouvriers à moi et je vais faire chef d'équipe ». Et nous assurions la protection parce que les Serbes ne pouvaient pas supporter de voir des Français, la compagnie de génie entre autres, creuser des tranchées le long de la ligne de front. Donc ils avaient tendance à nous tirer dessus et à chaque fois on répliquait par des rafales de canons de vin, les ouvriers recommençaient à travailler, etc.
Nous avons remis en route les bennes à ordures et nous avons dégagé d'autorité les monceaux de poubelles qui traînaient en ville et qui constituaient le gagne-pain du gouvernement bosniaque, parce que j'ai vu que le gouvernement bosniaque tenait absolument à son statut de ville martyre et assiégée. À partir du moment où on a nettoyé la ville et enlevé les carcasses de voitures brûlées, on ne se faisait pas que des amis. La compagnie de Génie Légion, qui était une compagnie d'appui, a accompli des miracles extraordinaires en rétablissant en partie l'eau, mais elle était après coupée, parce que l'eau, les sources d'eau qui alimentaient Sarajevo étaient sur les hauteurs de la ville en zone serbe. Donc on envoyait la compagnie de génie réparer les tuyaux qui étaient à nouveau coupés peu après par les Serbes parce qu'ils voulaient absolument que la population manque d'eau. Alors les gens allaient chercher l'eau avec des petits chariots aux sources de l'usine à bière dans le vieux Sarajevo et rentraient chez eux avec des jerrycans. Il y avait des tireurs serbes qui s'amusaient à faire courir les vieilles dames avec leurs bidons sur le pont devant chez nous. Nous faisions des tirs de rétorsion sur les tireurs, en profitant du fait que, avec les règlements ONU, il suffisait de se mettre sur une ligne, sur une trajectoire pour avoir droit à la légitime défense. Il m'est arrivé de faire ouvrir le feu au canon de vin sur le pont de la Scanderia, en face de chez nous, sur une mitrailleuse qui tirait dans l'axe de la rivière sur les gens passant sur le pont. Avec l'aide de Pharmaciens sans frontières, avec qui nous avions pris en contact en France, et l'aide de Monsieur Léotard, qui était à la fois mon maire et mon ministre, ça aide, nous avons transporté des mètres cubes et des mètres cubes de médicaments. D'habitude, les médicaments de l'ONU partaient vers la ligne de front pour soutenir l'effort de guerre. Donc, nous avons remis les médicaments à tous les dispensaires de la ville. Je crois qu'il y avait une centaine de dispensaires, en présence de la population et des autorités de quartier. Le détournement était impossible. Nous avons soutenu le centre des enfants inadaptés de Miedianica, dans la vieille ville. Il y avait une sainte femme qui avait recueilli tous les enfants attardés de Sarajevo et qu'une de nos patrouilles a découvert un jour dans un état de dénuement absolu. Alors le bataillon s'est mis à nourrir ces enfants et à les soigner. On a fait encore bien d'autres choses, en organisant par exemple des goûters spectacles avec les marionnettes, qu'on transportait en VAB d'école en école avec les marionnettistes civils, hein, et le bataillon fournissait le chocolat chaud pour les gosses des écoles. Mon médecin, le docteur Puydupin, qui est à la direction centrale du service de santé, c'est dommage qu'on ne l'ait pas fait venir, sortait avec son VAB sanitaire à chaque fois qu'il y avait un bombardement pour ramasser les blessés, qu'on emmenait soit à l'hôpital de Kochevo, soit au centre médico-chirurgical, où ils étaient immédiatement opérés par toutes nos équipes de chirurgiens. Nous avons prolongé l'action des humanitaires en apportant des vivres et des médicaments à l'hiver dans les villages qui regroupaient la population restante du sud d'Igman, parce que, en effet, les Serbes avaient brûlé toutes les habitations sur le mont Igman quand ils ont été obligés de se retirer au mois d'août. Et donc, derrière Bielašnica, à environ 20 kilomètres, il y avait des villages comme Lukomir ou Chouevici. C'était le retour de Martin Guerre. Hein. Quand vous arrivez là, vous voyez des gens qui vivent comme des sauvages, les femmes qui filent la laine des moutons, qu'elles lavent dans un tronc d'arbre évidé au milieu du village, des chariots mérovingiens avec les roues pleines en bois, etc. Donc ces gens qui s'étaient regroupés là, il fallait les aider à passer l'hiver, et grâce aux chenillettes à Glunz que nous avions au bataillon et qui servaient à ravitailler le sommet de Bielašnica, où nous avions un groupe de combat,
j'y ai fait monter le général de la Prelle en chenillette, là, au sommet de Biachinsa. Grâce à ces chenillettes, nous allions apporter, les humanitaires ne pouvaient pas y aller, nous allions apporter du ravitaillement à ces populations. Je tiens à préciser que nous ne nous sommes jamais pris pour une ONG. Nous avons juste donné un coup de pouce à des structures existantes dans cette ville, parce que la population était très bien organisée, avec des chefs de quartier. Il y avait un niveau technique remarquable. Bon. Et en revanche, si nous avons conquis rapidement l'estime de la population, nous avons provoqué une aversion grandissante chez les Serbes et un comportement très mitigé des institutionnels bosniaques. Bon, je vais aller rapidement sur les missions remplies en vous disant que si nous n'avons pas reçu du tout de mission au départ, nous installer. Et puis ensuite, une liste de tâches à accomplir dont le général Soubirous a déjà parlé, qui consistait essentiellement à fournir une assistance militaire à l'UNHCR. Mais c'est rédigé de telle façon que chacun y trouve son bonheur. Dans les missions de l'ONU, c'est une liste de tâches. Alors, les militaires ont beaucoup de mal à comprendre ce genre de choses. Nous avons, 4 jours après notre arrivée, commencé... on n'avait pas fini de s'installer. On a commencé à assurer les escortes de convois logistiques, en particulier vers l'enclave de Goražde, c'était une des missions principales du bataillon. Mais il a fallu endurer en permanence la mauvaise volonté, les tracasseries grandissantes des Serbes qui bloquaient les convois et nos escortes étaient constituées au moins d'une section. Certaines escortes ont duré 1 mois. L'escorte est rentrée 1 mois après. Il valait mieux bien prévoir son bagage avant de partir. Et souvent, il fallait faire demi-tour parce que une équipe de miliciens avinés nous bloquait et puis le lieutenant ou l'adjudant qui était avec sa section ne pouvait pas manœuvrer avec 50 camions de vivres conduits par des civils et totalement isolés en territoire hostile. Nous avons travaillé avec le génie en faisant des ouvertures de route vers Visoko, puis Palais, à la demande du général Soubirous, en août et septembre. Et il s'agissait de désenclaver Sarajevo, mais les routes ont été refermées par les Serbes après. C'était un coup pour rien. À compter du 13 août, les Serbes se sont retirés du mont Igman en brûlant tout, comme je l'ai dit, et nous nous sommes retrouvés avec 120 hommes à faire de l'interposition dans une zone de division, en gros. Donc là, il ne faut pas perdre son calme, aller voir les belligérants tous les jours pour les rassurer, et puis agiter le drapeau bleu sur la ligne de crête, en espérant que ça suffira. Et ça marchait pas mal, en dépit de vexations, et du fait que un jour, un de mes commandants de compagnie a pris une balle à 2 cm du cœur parce qu'en ville, on avait dit que nous vendions les rations à la population qui mourait de faim, etc. Tout simplement parce que le règlement de l'ONU était tel que je devais nourrir les 80 civils qui travaillaient, qui m'étaient imposés dans le bataillon et qui travaillaient tout en nous trahissant et nous espionnant, et que je devais les nourrir, et donc je leur donnais au début une ration chacun par jour qu'ils allaient immédiatement revendre au marché de Marcalais. Voilà. D'où les tirs sur notre capitaine. Enfin, les missions de protection active et passive des populations bosniaques qui sont effectuées à la demande du PC de secteur ou à notre initiative, partout où il y a des regroupements de population. À Sarajevo, les Serbes tiraient sur toutes les files d'attente pour avoir de l'eau, du pain ou quoi que ce soit, sur les enterrements, parce qu'il y avait suffisamment de gens pour justifier un tir de mortier. Et donc, à chaque fois qu'il y avait un regroupement de population, on venait se mettre au milieu. On escortait également le ramassage des poubelles, on avait remis en route les bennes à ordures, on escortait les gens qui ramassaient les poubelles. Également,
comme nous avons eu 17 blessés graves, beaucoup par sniping, j'avais fait dire, sans l'écrire, que tout individu qui apparaissait dans une embrasure à moins de 800 mètres du centre d'une de mes emprises était passible d'un tir de rétorsion. Et donc, les responsables de la lutte anti-sniper, le colonel Goya, qui était un de mes lieutenants chargé de la lutte anti-sniper à la Scanderia, vous en parlera demain, appliquait les consignes, sans état d'âme. On faisait également de l'embuscade anti-sniper en mettant de nuit en place des équipes anti-sniper de 3 hommes dans les immeubles en ruine et en attendant qu'un sniper tire. C'est arrivé le 24 décembre, il y a un sniper de Gorbavica qui a commis l'erreur fatale de tirer 2 fois du même emplacement et il a pris une balle dans le front à 630 mètres. Devant les journalistes, parce que c'était devant le Holiday Inn, et ça s'est su partout, enfin, ça ne nous a pas arrangé parce que le tireur appartenait à la 4e compagnie qui faisait les escortes vers Gorbavica. Donc, en conclusion, les résultats obtenus doivent être considérés, pour nous, de notre point de vue, comme largement positifs. D'une part, parce que partout où nous nous trouvions, l'intensité des combats a été réduite de façon notable. Ensuite, parce que cette action a été déterminante pour le maintien en vie de la population de la ville. Lorsque nous sommes partis, il y avait pratiquement autant d'habitants, peut-être plus, parce que les gens venaient se réfugier dans Sarajevo, peut-être plus que lorsque nous sommes arrivés. Enfin, parce que cette action, ce soutien aux humanitaires et cette action humanitaire a contribué à poser les bases de ce que l'on a appelé plus tard les actions civilo-militaires, qui sont devenues une constante dans toutes les opérations que nous menons aujourd'hui dans les théâtres en crise. Les hommes du bataillon, très motivés par la détresse de la population dont ils partageaient la vie au quotidien, malgré le fait qu'ils aient eu tendance de plus en plus à se retrouver face aux Serbes, se sont totalement investis dans cette mission et elle les a largement aidés, ça les a valorisés et ça les a aidés à tenir le coup pendant 6 mois. Elle a réclamé de leur part une grande force morale parce que, indépendamment des conditions de vie très difficiles, il leur a fallu accepter d'être à la fois le point de focalisation de tous les espoirs des gens qui les entouraient et de toutes les haines, parce que quoi qu'on fasse, on mécontentait au moins 2 parties sur 3. J'ai parlé des 17 blessés graves, 1 par semaine au début, et je voudrais dire que mes hommes ont souvent éprouvé un sentiment de rage et de frustration lorsqu'il fallait s'incliner sur ordre devant une poignée de miliciens alcoolisés et souffert du manque cruel d'appui dissuasif qui aurait permis de répliquer de façon proportionnée aux agressions dont nous étions l'objet. Mais nous n'avons jamais éprouvé de sentiment d'impuissance parce que nous étions maintenus dans un état proactif qui était extrêmement entraînant. Donc 22 ans après, tous mes anciens soldats que je croise en éprouvent encore un légitime sentiment de fierté. Voilà, je vous remercie. Une seconde partie de l'interview du général de la Prelle, donc je vous propose de la regarder maintenant. C'est une question importante, effectivement, de savoir pourquoi, de mon point de vue, Srebrenica était en germe quand j'ai passé mes consignes au général Janvier, et comment est-ce qu'il a été possible que quelques bosno-serbes puissent prendre en otage des soldats français. C'est une question importante qu'il faut, je pense, replacer un peu dans son contexte. J'évoquais tout à l'heure la mission des Nations Unies. Mission de peacekeepers et non pas de peace enforcement. Cette mission à laquelle j'avais évidemment longuement réfléchi et qui m'a amené d'ailleurs à rester dans le droit fil des décisions que mes prédécesseurs avaient prises, conduisait à un assez grand éparpillement de nos forces pas très nombreuses pour nous assurer de la bonne arrivée à destination
des moyens humanitaires que nous étions chargés de procurer aux populations. Nous avions pour mission d'escorter et d'accompagner des convois humanitaires, d'alimentation, de rations, de moyens sanitaires, de moyens de couchage, etc. Il nous est apparu que si nous n'étions pas présents dans de très nombreuses zones, ces biens de consommation avaient une fâcheuse tendance à se retrouver entre les mains des combattants et que nos rations alimentaires se retrouvaient davantage dans les tranchées des Serbes, des Croates ou des musulmans qu'au bénéfice de la population, des femmes et des enfants. Même chose pour les couvertures, les sacs de couchage et autres éléments d'un confort relatif dont manquait cruellement la population que nous étions chargés de soutenir. Et donc nous avons été conduits, et j'ai avalisé cette décision, à répartir très largement sur le terrain nos forces, de façon à ce que, en fonction de la densité de la population de ces différentes régions de Bosnie-Herzégovine, les destinations de nos convois humanitaires puissent être vérifiées. De ce fait, nous n'avions pas, comme ça a pu se produire sur d'autres théâtres et en d'autres temps, constitué de sortes de places fortes à partir desquelles rayonnaient des patrouilles qui étaient suivies en temps réel, qui rentraient à la maison le soir. Nous n'avions absolument pas ce type de mission, ni donc ce type de comportement. Et je pense qu'une des raisons qui a permis aux Bosno-Serbes de prendre ces otages découle de cette situation qui évidemment ne s'imposait pas, et pour cause, c'était même la situation exactement inverse qui s'imposait aux différentes parties sur le terrain, et qui étaient capables de constituer, séance tenante et de façon discrète, des détachements un peu importants qui venaient en supériorité massive par rapport à nos petits détachements. Un deuxième point très important pour situer le sujet, c'est le fait que mai 95, comme dirait la palisse, c'est le printemps. Et que mars 95, c'est encore quasiment l'hiver. Et que l'hiver, sur ce théâtre, c'est une période qui est très peu propice aux opérations militaires et aux appuis aériens, compte tenu à la fois de la nature du terrain, mais également du climat, du brouillard et tout ce qu'on voudra. À partir du moment où le printemps arrive et où la sève commence à monter dans la végétation, les ardeurs belliqueuses des uns et des autres commencent à se réveiller. Et le général Janvier est arrivé très précisément au moment où cette situation se produisait. Et puis j'ajoute que printemps 95, c'est malheureusement, comme je le disais au début de cet entretien, le constat inévitable et incontournable par les parties en présence, et en particulier par les Serbes, que les accords des cessez-le-feu que nous avions conclus aussi bien en mars 94 pour la Croatie, qu'à l'automne-hiver 94 pour la Bosnie, ne remplissaient pas leurs objectifs. Et donc, les négociations qui avaient conduit à ces accords, la signature de ces accords n'avait plus aucune espèce de valeur, et on repartait comme à zéro. On repartait comme à zéro avec un élément complémentaire nouveau, c'est qu'entre-temps, grâce à l'aide américaine, la Croatie s'était constituée quasiment une vraie armée. Et que l'offensive de Knin, qui a suivi les affaires de Srebrenica au mois d'août 1995, a été essentiellement due au fait que la Croatie avait retrouvé, vis-à-vis des Serbes de Croatie, une puissance militaire qui leur a permis de se lancer dans une opération militaire qui s'est traduite par un exode absolument épouvantable, d'ailleurs, de la population serbe des poches de Knin et de la République serbe autoproclamée de la région de Knin. Il y a deux messages que je souhaiterais présenter de façon un peu ferme pour terminer. Je les ai déjà évoqués, mais un peu brièvement. Le premier, c'est que, par pitié, que le pouvoir politique qui engage des soldats ait bien le sentiment que les causes que vont défendre ces soldats valent que des vies humaines leur soient consacrées. Et je pense qu'il n'est pas bon qu'un officier général partant en opération reçoive, sinon comme mission, au moins comme recommandation, ce qui est un peu une atteinte à son honneur, la précision qu'on attend de lui qu'il y ait aussi peu que possible de cercueils dans la cour des Invalides pendant la durée d'exercice de son commandement. Bon, il se trouve que ça s'est produit pour moi et que je l'ai mal vécu.
Dans cet état d'esprit, il est important que quand les soldats ont obtenu, au prix de leur engagement, un cessez-le-feu, les conditions introduites dans cet accord de cessez-le-feu portant sur des dimensions économiques, politiques, civiles et autres soient respectées instantanément, et en tout cas le plus vite possible, et qu'on ne laisse pas, sous prétexte d'éléments urgents de multiples natures sur d'autres théâtres, se détériorer une situation de calme des armes péniblement acquise. Le deuxième élément sur lequel je voudrais terminer, c'est la considération. Je pense que les sacrifices obtenus par les soldats dans le cadre de missions dont je viens d'évoquer à quel point il faut qu'elles soient prévues dans un cadre qui s'inscrive dans la défense de valeurs qui transcendent la vie humaine, il faut que cette mission bénéficie de la considération du pays et de la population. Il se trouve que dans le cas de l'ex-Yougoslavie, ça a été le cas pendant la période de l'exercice de mon commandement. J'ai vécu très douloureusement, mais je l'ai évoqué tout à l'heure brièvement, l'intervention de M. Tcharet, ministre des Affaires étrangères, estimant, alors que nous étions dans une période d'alternance politique, que les prédécesseurs, sous-entendu les généraux qui n'avaient rien à voir avec l'alternance politique, avaient pris des décisions ineptes sur le terrain et que, en gros, la prise des otages était le résultat de la gestion de l'équipe politique précédente. Bon. Et sur ce thème, je voudrais, pour terminer, rendre un hommage très vibrant aux différents chefs et soldats des contingents que j'ai eus sous mes ordres. Plusieurs centaines de soldats ont payé de leur vie l'implication dans cette crise et sa résolution. Je pense évidemment quotidiennement, dans la prière du chrétien que je suis, à ces soldats, à leurs familles, aux pays qui les ont engagés. Et je crois que ces missions de maintien de la paix sont véritablement des missions qui méritent qu'on y consacre la vie de soldats sous réserve de disposer de plans politiques qui donnent un sens à cette action militaire. Pour synthétiser un petit peu ce que nous avons évoqué cet après-midi, donc nous avons vu successivement que l'engagement n'était pas clair, c'est-à-dire qu'on menait une mission de paix dans un pays qui n'était pas en paix, mais en guerre, que les règles d'engagement étaient inadaptées. Il y a aussi, on a vu ça avec le général Traki, les conditions particulières du terrain, c'est-à-dire une ville, des poches qui sont assiégées, donc ça aussi, on est dans un cadre militaire très particulier. Ensuite, des promesses politiques non tenues. Est-ce que on n'est pas tout simplement si on doit juger de la puissance ou de l'impuissance de ce qu'a été la FORPRONU, est-ce que c'est pas tout simplement une absence de leadership politique qui a posé problème durant cette mission? Je crois que je ne peux que traduire le sentiment général. C'est évidemment ce que chacun d'entre nous a ressenti. Voilà. Ce manque d'engagement politique s'est traduit, c'est très frappant, par une interprétation des missions. Chacun, au moment où il était engagé, interprétait comme il le sentait à sa façon, d'où cette impression de manque de continuité dans l'action, entre zigzags continuels qui résultait de l'isolement. La décision d'envoyer la force de réaction rapide sur place, c'est une force française, européenne, franco-britannique, si je me rappelle bien. Les succès que rencontre cette force, qui arrive à faire la décision, à changer la donne sur le terrain. Pourquoi nos directions, nos leaders politiques français notamment, ont cédé la main aux États-Unis sur le règlement politique ensuite et acceptent que ce soit l'OTAN qui prenne la main alors que militairement on venait enfin de faire la décision. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que si vous avez des témoignages dans la salle ou les intervenants pour commencer? Moi, ce que j'ai compris de l'affaire, c'est un peu ce que j'ai évoqué, c'est que pendant 2 ans, pour toutes les raisons qui ont été évoquées tout à l'heure sur le contexte géopolitique international, pour les raisons de politique intérieure aux USA, pour des raisons internes à l'Europe, à la construction européenne, toutes ces raisons,
Mais en gros, les Américains ont dit pendant 2 ans, on vous regarde faire, et ensuite, ils ont dit, on prend le manche. Et comme ils ont leur puissance, comme l'OTAN, c'est égal USA avant tout, eh bien, quand ils ont décidé de prendre l'affaire en main, ils ont pris la négociation à toute fin de force et ils ont imposé leur tempo diplomatique en disant « Nous, on viendra, c'est vrai, mais après un traité de paix bien établi, Dayton, et ensuite, on déploiera la force de l'OTAN et on a fait exactement l'inverse de ce qu'on doit faire dans une crise. Ça, c'est bien terminé. Mais on doit engager une force militaire avec des règles d'engagement robustes lorsqu'il y a eu un accord de paix bien cadré, et ensuite on vient à 60 000 en Bosnie. Mais si on a commencé à envoyer des casques bleus sur un terrain en guerre, ça aurait été plus intéressant de voir l'OTAN, mais moi je pensais que l'Europe aurait pu le faire, engager une force contraignant les différentes parties, ce qui a été fait à Dayton, essayer de le faire plus tôt, et ensuite d'avoir une force militaire européenne. Mais les Américains ont raflé la mise. Et eux, c'est vrai, ils sont venus après un traité de paix bien cadré, et on a envoyé des canons, des chars, tous les moyens dont nous avons été privés pendant un bon moment, jusqu'à la force de réaction rapide, mais à dose homéopathique. Voilà. C'est le leadership politique des États-Unis qui l'a emporté sur le leadership politique des Européens. Ici, je pense que si l'OTAN a pris la main, les États-Unis n'étaient pas seuls. Quel a été le corps qui a été déployé? Vous le savez aussi bien que moi. C'est l'ARC. Donc l'OTAN, c'est pas, je suis pas d'accord. C'est pas les États-Unis. C'est les États-Unis quand on laisse faire, quand on n'arrive pas à dégager un consensus parmi les grands pays européens. Je le prétends. Les États-Unis n'auraient pas fait cela seuls au sein de l'OTAN. C'est parce que les Britanniques étaient consentants et étaient prêts à le faire. C'était mon sentiment et je l'ai vécu comme ça. Et que quelques autres pays, évidemment, les suiveurs ont suivi. C'était le bon moment, puisque le plus dur avait été fait, effectivement, par la force pronnue et, dans une certaine mesure, par l'OTAN, essentiellement par des frappes aériennes, pour venir cueillir, d'une certaine mesure, le succès et l'amplifier par des démonstrations de force, comme vous l'avez dit. Mais je pense que quand les Américains ont besoin de s'imposer, ils s'imposent tout seuls. Ils le font couramment en créant des coalitions autour d'eux. Et que l'OTAN ne les avantage pas toujours. Assurer. Je dépasse un tout petit peu le cadre simplement pour peut-être tuer cette idée reçue. Assurer le consensus de 28 pays, c'est difficile, c'est embêtant, c'est gênant. On l'a vu par la suite au Kosovo, par exemple. Et donc les Américains ne s'embarrassent pas forcément de cela quand ils veulent imposer quelque chose. Pardon. C'est pas une question, général de Blinière. Moi, j'ai ni un témoignage de mon année passée à l'ambassade de Sarajevo, mais je reviens sur l'ensemble de cette journée qui m'a profondément ému. Et je suis rentré ici dans cet amphi comme on rentre dans une cellule psychologique, de soutien psychologique. Et je suis très étonné de voir à quel point les propos tenus par les uns et les autres, quel que soit leur niveau de responsabilité, cachent une douleur profonde. Et je peux témoigner là de douleurs physiques, psychologiques profondes vécues en direct à Sarajevo. Et je propose que ce genre de séminaires et de colloques puisse être délocalisé parce qu'il y a une petite population à qui on a rendu hommage sans arrêt, qui est celle des soldats, et à qui on pourrait donner la parole dans une manière un peu plus modeste. Et là, je me retourne vers les organisateurs. C'est une petite suggestion que je fais en allant à proximité des régiments, écouter les anciens qui étaient volontaires service long, qui sont peut-être maintenant dans des PME, pères de famille, mais qui ont besoin aussi de raconter et qu'on les écoute. Oui, Rose-Marie-Antoine, donc je pense que c'est justement pour répondre à ce besoin impérieux qui nous est apparu tellement évident. Comme vous savez, l'ONAC est en charge du droit à reconnaissance et à la réparation depuis 1916, de tous ceux qui ont combattu hier comme aujourd'hui. Car aujourd'hui, la carte du combattant que l'on donne à ceux qui reviennent d'opérations extérieures emporte exactement les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et donc c'est parce que nous sommes en contact avec ces jeunes anciens combattants à qui nous apportons la reconnaissance, évidemment par
l'écoute, l'accompagnement, l'aide sociale, l'insertion professionnelle, nous avons pensé que ce n'était pas suffisant et que la reconnaissance suppose aussi la connaissance de l'histoire qu'ils ont vécue. Et c'est parce que nous avons senti c'est exactement comme nous avions travaillé, excusez-moi de faire un rapprochement qui est un peu rapide, mais je suis obligée de le faire, avec les anciens combattants de la Grande Guerre, c'était bien avant nous, mais ceux qui avaient été déportés, qui ont eu des populations qui ont souffert, qui ont vécu des choses extrêmement difficiles à dire, parce que pas forcément entendues. Pour pouvoir parler, Général de Blinière, il faut encore qu'il y ait des gens qui, en face, acceptent d'écouter, d'entendre. Et donc, aujourd'hui, nous essayons, et c'est un peu une première pour l'ONAC, nous n'avons pas beaucoup de personnes. On a pourtant invité énormément, enfin, on a envoyé beaucoup d'invitations, et c'est tellement étonnant de donner la parole à des gens, à des hommes qui ont combattu il n'y a pas très longtemps et qui est dans le cadre de leur métier, puisqu'on est quand même dans une autre dimension. On est dans une armée de métier, non plus dans une armée de conscription comme ce fut le cas quand on a travaillé sur les guerres précédentes jusqu'à la guerre d'Algérie. Donc c'est tellement nouveau, c'est tellement exceptionnel que nous ne sommes pas forcément prêts. Et ce que l'on vient de faire aujourd'hui est assez exceptionnel et je dirais même audacieux. D'abord, c'est planter un décor, le comprendre, savoir comment ça s'est passé. Et effectivement, on en a beaucoup entendu parler. Je parle des civils, mais les civils ne connaissent pas dans les détails toute cette tractation, tout ce qui s'est passé. D'abord, on ne l'apprend pas à l'école, enfin, ça, c'est pas de l'histoire encore. Je rappelle que c'est quand même depuis 1964 que nous avons affaire à des opérations extérieures, et pourtant, on n'enseigne pas cette période, ça s'arrête à la guerre froide. Donc aujourd'hui, avec ce colloque, c'est une première, et c'est une première pierre. Dire, il faut qu'à un certain moment, on sorte de ce vocabulaire des opérations extérieures pour dire que, effectivement, ce sont des guerres transverses, ce sont des guerres qui provoquent de la violence, qui projettent nos hommes dans la violence. Et ils ne reviennent pas comme ils sont partis. Ils restent totalement marqués. Et aujourd'hui, on sait depuis l'Afghanistan que nous avons à traiter des soldats en PST qui d'ailleurs ne se manifestent pas dès qu'ils retournent, mais bien plus tard. Et aujourd'hui, le ministère de la Défense, avec ses cellules d'aide aux blessés, tous les chefs d'état-major en sont conscients, et donc il faut qu'on y réponde. L'Office national des anciens combattants traite aujourd'hui de ce sujet, en liaison avec ses collègues des cellules d'aide aux blessés. Les chefs d'état-major en sont conscients, nous aident dans ce domaine-là, mais effectivement, cette aide, ce soutien, doit impérativement se faire dans l'écoute des soldats, dans l'écoute, et demain nous allons entendre des soldats, de simples soldats. Ils seront là, ils parleront, ils auront une parole probablement encore plus douloureuse, mais ils ont besoin de parler. Nous avons découvert ce problème lorsque, il y a 3 ans, un article dans Le Monde était apparu sur le Drakkar. Et on entendait, on avait en face de nous une sorte de leçon qui était donnée par la presse. Voilà des personnes qui depuis 30 ans souffraient, ne parlaient pas et étaient dans une situation de détresse pour certains totale. Le ministre de la Défense a donc demandé à l'Office national des anciens combattants d'essayer d'ouvrir ses portes et de venir en aide à ces rescapés qu'aujourd'hui nous connaissons bien, que nous accompagnons, et c'est là où nous avons été totalement confrontés à cette détresse du fait de ne pas parler, de ne pas comprendre ce qui leur était arrivé. Ça, à la limite, je dirais que ils peuvent ne pas avoir toutes les données, toutes les clés de compréhension de ce qui s'est passé. Mais ce qui est très important, c'est qu'ils parlent, c'est qu'on les écoute, c'est que ces témoignages soient enregistrés pour que plus tard, des chercheurs puissent s'appuyer sur cette matière et écrire l'histoire depuis 64. Et c'est exactement ce que l'on fait et qu'on va continuer. Et je vous remercie, je remercie tous ceux qui sont intervenus depuis ce matin et ceux qui interviendront, parce qu'ensemble,
nous ouvrons une brèche, nous commençons un travail d'histoire et de mémoire de ceux qui ont été projetés, de ceux qui aujourd'hui ont le courage de s'engager. Je pense à ceux qui sont actuellement au Mali et en Centrafrique, qui auront besoin de parler, parce que ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui, ils devront plus tard vivre avec, porter cela. Et ils le font, pourquoi ? Parce que la France a besoin d'eux. Parce qu'une démocratie affirmée comme la France a besoin d'une défense et que la défense a besoin d'hommes et de femmes qui s'engagent et qui, comme certains l'ont dit ce matin, ont besoin de retrouver toute leur place dans la société civile qui doit avoir un regard bienveillant à leur égard. Il y a aussi c'est le journaliste qui vous dit ça. Il ne faut pas laisser les journalistes écrire l'histoire. Non. Vous devez tous écrire aussi votre part d'histoire. Vous avez une responsabilité à cet égard. Et vous êtes tous en bonne santé, apparemment, donc il faut le faire maintenant. Ce matin, le ministre nous a tous un peu jetés dans le même sac. Je pense que certains ont essayé d'avoir une certaine distance, de ne pas être manichéen par rapport à ce qui s'est passé dans l'ex-Yougoslavie. J'ai la faiblesse de penser, de croire que j'ai tenté d'en être, en tout cas. Et je pense que vous, maintenant, oui, vous avez un vrai rôle à jouer de ce point de vue-là. On l'a vu tout à l'heure, je pense que le témoignage du général Traki à cet égard était extrêmement intéressant. C'est vrai que vivre dans des conditions très particulières qui sont celles d'une ville assiégée, en étant tenu dans cette ville parce que les autres ne veulent pas vous voir, ça donne effectivement, on donne de l'empathie pour les gens avec lesquels on vit, puisqu'on partage leur sort, on vous tire dessus de la même façon. Je pense que les journalistes aussi ont vécu un peu la même chose, donc leur traitement est marqué par cette vie à Sarajevo. Je pense que les gens de la Force Pronu avaient une liberté de mouvement au-delà du siège de Sarajevo dans la Bosnie. Ils ont vu des choses, ils ont vécu des choses que n'ont pas vu les journalistes, donc il faut les restituer aussi de ce point de vue-là. Et vous avez un véritable travail à faire. Voilà. Amiral Langston. Oui, mais moi je voudrais continuer sur la même ligne, c'est-à-dire parce que il y a cette opération en Yougoslavie, mais simultanément nous avions l'opération du Rwanda. Et l'opération du Rwanda, certes, nous n'avons pas eu de gens blessés gravement, il n'y a pas eu de perte au Rwanda, mais la façon dont cette opération a été jugée par l'opinion publique et par toute une partie de la presse, les attaques qui ont été menées contre les forces françaises à l'occasion de l'opération turquoise, qui était pourtant une opération d'une qualité tout à fait exceptionnelle et, je dirais, indiscutable sur la plupart des points. Aujourd'hui, tous ceux qui ont participé à cette opération du Rwanda sont aujourd'hui ils pensent aujourd'hui qu'il y a un manque de considération absolument clair et qu'il y a, je dirais, des accusations qui sont portées contre eux à l'occasion de cette opération. Donc je pense qu'il faudra un jour faire quelque chose sur le Rwanda. Ce sera très difficile parce que là, j'allais dire, on est un peu entre nous. Le jour où vous ferez une opération sur le Rwanda, vous aurez d'autres gens qui viendront ici pour apporter la contradiction. Mais peut-être qu'il faudra un jour en passer par là pour nos propres soldats, ceux qui ont participé à ça. La deuxième chose, deuxième remarque que je voudrais faire, c'est une chose heureuse, entre guillemets, c'est cette décision qui a été prise de célébrer, de consacrer le 11 novembre je dirais, à l'évocation de tous les morts pour la France dans tous les conflits. Et je pense que c'est extrêmement important quand vous assistez le 11 novembre sous l'Arc de Triomphe avec les familles de ceux qui ont été tués dans l'année en Afghanistan, au Mali, ailleurs, selon les années. Cet hommage public qui est rendu à quelque chose d'extrêmement important. Et je pense que là, il y a eu un progrès formidable qui a été fait dans la façon dont la France prend en considération. Je peux d'ailleurs raconter une anecdote, c'est que pratiquement une des premières fois où ça s'est fait, j'ai entendu un journaliste
s'adresser à la mère d'un soldat tué en Afghanistan en lui disant: est-ce que vous trouvez normal qu'un soldat tué en Afghanistan soit comparé à un soldat de Verdun? Et je disais ce matin qu'il faut que nous fassions extrêmement attention, parce qu'en France, nous avons une tendance à faire un amalgame, c'est le vieux fond antimilitariste français, un amalgame entre la décision politique de faire telle ou telle chose et l'action militaire. Encore une fois, dans d'autres pays, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. On est très conscient du fait que les militaires exécutent les ordres qu'ils reçoivent du pouvoir politique, et qu'il faut faire une différence très, très importante entre ce qui est de l'ordre du politique et ce qui est de l'ordre du militaire. Je suis d'accord avec l'amiral. Je voudrais bien qu'un jour on parle du Rwanda, parce que sur le Rwanda, l'amiral et un certain nombre de personnes ont été accusées de génocide, de complicité de génocide. Et ça, c'est pour moi totalement inadmissible. Et j'ai reçu pendant des années des menaces de mort par téléphone de voix rwandaises, etc. Je leur ai dit: venez, mais vous y laisserez votre peau vous-même. Hein. Bon, donc ça s'est calmé. Mais si vous voulez, moi depuis 6 ans, j'ai fait un procès en diffamation contre Saint-Exupéry, pour ne pas le nommer, et son éditeur, celui qui a édité d'ailleurs Trierweiler, pour changer les idées. Bon, et j'ai obtenu enfin la condamnation à 7 000 € d'indemnité, pour que je me débrouille pour les récupérer, pour diffamation de la 17e chambre correctionnelle. C'est pas évident d'obtenir la diffamation. Mais ça a été un combat pendant 7 ans. Et là, je rends hommage au ministère de la Défense qui a assumé toutes les charges d'avocat. Alors, moi, j'avais une question, Général Traki, vous me parliez de munitions tout à l'heure. Sur les règles d'engagement, il y avait une. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. On disait que les Britanniques, par exemple, répondaient plus facilement au feu que les autres contingents, et qu'ils étaient plus respectés, qu'ils se faisaient plus respecter que les autres contingents. C'est vrai ou pas? Je ne pense pas qu'ils soient plus respectés, mais qu'ils tirent sur tout ce qui bouge, oui. Et pourquoi? Je me souviens, donc ça veut dire que les escortés entre Split et Sarajevo, ils avaient des gros blindés avec des canons de 30 ou de 40, des canons automatiques, et dès qu'il y avait un coup de feu qui partait dans la nature, à droite ou à gauche, ils envoyaient de grandes rafales de partout. Et d'ailleurs, on était bien embêtés parce que nos munitions étaient en partie restées à Split. On avait juste un chargeur par homme. On s'est dit, s'il faut faire le coup de feu, on est mal parti. Parce que l'armée de terre nous avait doté de 80 conteneurs pour tout le matériel, marqués par des codes barres, et à l'arrivée on n'avait pas de lecteur de code barre, ce qui fait que quand on pensait avoir quelque chose, c'était de l'eau minérale. Alors, ce qui veut dire que chaque contingent avait une marge d'appréciation sur la façon de répliquer. Bon, nous on était parfaitement conscients du rapport de force qui nous entourait. Moi j'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure, c'était 1 à 8 avec les Bosniaques, 1 à 12 avec les Serbes. Donc on savait parfaitement que si on se lançait dans une escalade, on passe pas du tir d'infanterie à l'appui aérien. Si on se lançait dans une escalade, on aurait 5 minutes de satisfaction et la mission était fichue. Parce qu'on devenait un combattant supplémentaire dans le conflit. C'était mathématique. Et il fallait faire attention parce que les Serbes avaient été capables d'admettre parfaitement qu'on riposte à un tir, mais il fallait que la riposte soit juste proportionnée. Ou alors qu'elle ne soit pas revendiquée. Les tirs d'anti-sniping que nous faisions n'étaient jamais revendiqués, comme les tireurs qui nous tiraient dessus. Je voudrais poser la question au général Soupirou. Vous êtes très rapidement passé sur ce qui s'est passé après février 1994, mais je voudrais que vous puissiez expliquer un peu dans quelles circonstances
vous êtes arrivé à légitimer, à cautionner des situations que je qualifie de atactiques, notamment sur Podjin, sur Cimetière Juif, Lukavica, Vogoska, etc., ou à la limite, je pense à Bourgard, je pense à De Croc, ou à la limite, la mission du chef de peloton, c'est de garder de l'armement serbe dans une caserne serbe contrôlée par les Serbes. Des situations que certains ont qualifiées d'impossibles. Comment en est-on arrivé là? Oui, c'est plutôt l'objet du débat de demain, mais on peut l'ouvrir dès ce soir. Je vous en prie. Je m'en remets au modérateur. Alors, si on peut l'ouvrir dès ce soir, je crois que j'ai répondu à cette question dans mon intervention en indiquant que les accords qui ont été signés par M. Akashi et M. Karadzic, et puis le président Izetbegovic. Je rappelle que ce sont des politiques qui ont été d'accord pour que l'on regroupe l'armement selon les modalités qui ont été définies, parfois dans une caserne serbe, parfois dans un souterrain au centre de Sarajevo, parfois sur la position parce que les conditions climatiques ne permettaient pas de déplacer. Tout le monde a été d'accord sur le processus. On nous a dit envoyez vos soldats. C'est vrai que ça nous a dispersés. Et c'est vrai que la mission d'interposition dont vous dites qu'elle a été développée, je rappelle qu'on l'a pratiquée et sur Igman depuis longtemps et sur l'aéroport depuis le début de la mission, au vu et au su de toutes les autorités politiques qui sont venues. C'est vrai que j'ai dit que cette situation qui nous obligeait à nous répandre au milieu des situations très complexes présentait un très grand risque militaire. Mais nous étions des soldats de la paix, je le rappelle, en maintien de la paix. Et même aux yeux des Onusiens les plus intransigeants, on ergotait sur les calibres, sur ceci. Pour eux, un soldat de la paix, ça doit être désarmé. C'est toute l'ambiguïté. On nous a fait faire du maintien de la paix dans un pays qui était en guerre. On ne prendra le virage qui sera, à mon avis, décisif, et c'est l'objet de demain, c'est quand on décidera qu'on passe sous chapitre 7, mais ça c'est juin 95, on met une force de réaction rapide qui est une force en appui de la force PRONU, et on siffle la fin de la récréation. Vous m'excuserez sur le mot pour la récréation, mais c'était ça, on prend les affaires par le bon bout. Mais vous pensez bien que ce n'était pas le commandant du secteur de Sarajevo qui prenait l'initiative de savoir si on allait regrouper ici, si on allait faire plus d'interpositions. Lui, il devait exécuter et faire pour le mieux. C'est vrai. Mais je peux vous dire que tout le risque et tous les risques consentis étaient énormes. Mais c'est tout à l'honneur des soldats d'avoir accepté, parce qu'eux aussi ils comprennent. Figurez-vous, quand on les met en interposition, qu'on les expose, ils sont bien conscients qu'on joue un peu avec leur peau. Eh bien, ils y sont allés. Et ils ont fait de leur mieux. Et s'ils n'y étaient pas allés, je le dis, il y a eu le printemps de Sarajevo. Heureusement qu'on était là. La population de Sarajevo, au moment où Marc allait, elle est à bout. C'est son deuxième hiver de siège. On va réouvrir l'aéroport. Et c'est vrai que l'aide humanitaire va arriver en masse. Les facilities, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, le gaz, y compris le tramway, vont circuler. Ça n'a pas été la paix, mais ça a été un ballon d'oxygène sans lequel les musulmans de Bosnie auraient été bouffés. Les Serbes les auraient avalés, étouffés tel le boa constrictor en les resserrant. Donc on peut discuter, c'est vrai, des options militaires et tactiques. Je suis prêt à en discuter. J'ai été commandant de la doctrine, je savais de quoi je parlais. Mais il y a des choix politiques qui s'imposent à nous. Et ici, l'amiral est là, le SEMA savait ce qu'on faisait. Le commandant de la force PRONU aussi. Et le commandant pour la Bosnie-Herzégovine aussi. Alors c'est vrai, je vais vous donner l'argument, comme on me disait, mais avec un appui aérien, vous pourrez traiter. C'était une vue de l'esprit. J'ai dit, je me souviens encore, et je reviens sur la crise de Gorazde, c'est la première fois où on emploie l'appui aérien à Gorazde. En avril 1994, on était dans cette période. Les Serbes ont compris que Gorazde, on nous avait dit, pas la peine de mettre de la force PRONU. On a des observateurs de l'ONU au mois de décembre. Les Serbes, ils ont besoin de se refaire après le camouflet qu'ils ont enduré
après l'exclusion des armes lourdes de Sarajevo. Et donc ils profitent de la situation à Gorazde. Ils disent on va les prendre, croyant que la force provenue baisserait les bras. Il y a eu une réaction, pas parfaite, mais on a refait une deuxième zone d'exclusion. On a employé l'avion, on a tiré pour les premières fois. C'est le premier tir de l'OTAN depuis 1949. C'est en avril sur la poche de Gorazde. Et pour assurer cette poche, après ces intermédiaires, il y a eu un SAS britannique qui a été tué, et il y a eu un étendard 4 qui est rentré sur le porte-avions criblé d'éclats, il y a eu le Harrier abattu, et pour aller les chercher, amiral, c'est vous qui m'avez donné, sur un claquement de doigts, enfin un claquement de doigts, ma demande, en 5 minutes, vous m'avez dit, l'affaire est claire, oui, et on est allé chercher ces malheureux Britanniques, force spéciale. Merci, amiral, ça a été réglé. Donc vous voyez que, pour dire que les choix tactiques, on peut en discuter, mais c'était des décisions éminemment politiques. On ne bouge pas un bataillon dans la force provenue sans que le secrétaire général soit d'accord. Il faut le comprendre, ça. Et l'engagement, on l'a dit, pour faire tirer un avion, il fallait retourner vers le secrétaire général. Il n'y avait pas de délégation. Vous imaginez pour la réaction immédiate. Mais on nous engageait en disant « mais vous aurez l'appui aérien si nécessaire ». Oui. Alors, raison de plus. Et ensuite, il y avait une raison. Comme nous étions très imbriqués, ça freinait. On ne pouvait pas se permettre l'escalade. On peut voir d'ailleurs, puisqu'on allait pour demain. Je n'étais pas sur le théâtre, mais enfin j'ai lu et j'ai étudié. Lorsque on décide de frapper Palais, quelques jours, le 26 ou 25 ou 26 mai, on a pris un risque, hein, et le lendemain on avait 300 otages. Il fallait bien mesurer. Donc frapper sur un objectif, sur un smoking gun, sur un canon fumant, c'était admis. Aller frapper dans la profondeur sur Palais, ça n'a pas été admis. Et on a eu la crise des otages, la prise de Verbania et la contre-attaque de Verbania, on y viendra demain, etc. Mais vous voyez que tout ça, c'était... Bien sûr, on était conscient des risques tactiques, mais c'était la doctrine acceptée par l'ensemble de la chaîne de commandement qui commence des chefs de l'État et qui finit jusqu'aux commandants du secteur et les commandants de bataillon, et ainsi de suite. Voilà. Si vous le permettez, Général, par rapport au dépôt d'armes, vous trouvez la situation aberrante, monsieur, mais vous avez exactement la même situation aujourd'hui en Ukraine. C'est-à-dire que dans le cadre du processus de Minsk, les armes lourdes qui ont été retirées de la ligne de front sont dans des dépôts d'armes qui sont surveillés, qui sont donc dans des camps, des casernes, soit des séparatistes, soit de l'armée ukrainienne, qui sont surveillés soit par des séparatistes, soit par l'armée ukrainienne, avec des patrouilles de temps en temps de l'OSCE. Et quand on veut sortir, c'est pire qu'à Sarajevo, parce que des deux côtés, quand on veut sortir un char, on empêche l'OSCE de rentrer et de patrouiller, et on va faire ce qu'on veut avec le char ou avec l'artillerie, et après on rentre et on remet tout en place. Donc il y a eu aussi au Népal, vous avez la même chose, l'ONU, des années après Sarajevo, a fait des dépôts d'armes sans soldats des Nations Unies, sans casque bleu, qui étaient simplement surveillés par des caméras vidéo. C'était avec la guérilla maoïste. Mais dans les deux cas, que ce soit en Ukraine ou au Népal, ça a permis des cessez-le-feu comme à Sarajevo. Après, effectivement, c'est pas parfait, évidemment. Oui, mais il a été dit que la cessation du feu permet une avancée, doit permettre une avancée diplomatique. Elle vient ou elle ne vient pas. C'est vrai. Moi, je pense, vous m'entendez ? Oui. Le micro, s'il vous plaît. Je pense qu'il faut ajouter quelque chose sur les dépôts d'armes. C'est que on a voulu écarter les armes pour qu'elles ne tirent pas sur Sarajevo. Mais les Serbes ont dit qu'il faut écarter les armes des Bosniaques. Or, écarter les armes les Serbes pouvaient les mettre à 50 km et les ramener à 10 km. Les Bosniaques, lui, si eux les écartaient, donc l'obligation de passer par le système des dépôts. C'est ça qui a amené cette situation. On était bien conscient, à partir du moment où on les mettait dans des dépôts, qu'on créait des otages potentiels. On le savait très bien. Mais ça s'est malheureusement retourné vers nous. Ceci étant, et ça c'est la deuxième chose, c'est que le jour où les Serbes franchissent la ligne rouge en prenant les otages, ils signent leur mort. Et c'est ce qui s'est passé.